si je ne dis pas de bêtises, vous étiez en 1982 maire ou 1986, c'est un des deux. 80, fin 85. Fin 86. Fin 85. 85. On va y arriver. Puis vous avez été élu député de la Marne pendant 8 mandats consécutifs. Donc là, c'est votre 8e mandat. Aujourd'hui, donc vous êtes le rapporteur général du budget au sein de l'Assemblée nationale. Vous faites le lien entre les députés et le gouvernement. Vous êtes encore un peu jeune, mais quand vous aurez 20, 30 ans de plus, et qu'on vous posera cette question, pourquoi vous avez fait telle chose dans votre vie? Alors, il faut toujours se méfier, parce qu'on a tendance à rationaliser, de trouver des causes, vous voyez. Voilà. Alors, je vais répondre à votre question. Vous inquiétez pas. C'est parfois une reconstruction, ou parfois tout à fait d'autres raisons. Alors moi, pourquoi j'ai accepté de me présenter à la première élection qui a été conseiller municipal, puis maire, puis conseiller général, puis conseiller régional, puis député? Premièrement, il y avait une tradition familiale. Alors, vous savez, les traditions familiales, parfois, ça a un effet contraire, c'est-à-dire votre père est médecin, ou votre mère est médecin, elle dira surtout pas être médecin. Donc, mais moi, je suis issu de deux familles, dont une est un cas dans l'histoire de France, puisque du côté de ma mère, ils ont été parlementaires de 1789 à 1958, oui, dans le Haut-Doubs, voilà. Et l'avant-dernier, c'était mon grand-père, Léonard de Gautier, qui est un cas dans la vie politique, et son fils lui a entre guillemets succédé, mais a arrêté toute activité politique en 1958. Voilà. Donc il y a cette tradition du côté de ma mère, et du côté de mon père avait été élu juste à la Libération conseiller municipal de la commune de Vanneau-les-Dames, où j'habite. Et puis avait été élu maire en 53, puis conseiller général en 58. Et donc j'ai entendu parler des affaires locales, vous voyez, et puis il était président de la commission des finances du conseil départemental, il était président de société d'équipement, donc il avait beaucoup d'activités d'élu. Et il avait 3 vies, c'était quand même un cas très particulier. Il était élu local, il était inspecteur des finances, et il était exploitant agricole, pisciculteur en plus, vous voyez, donc il avait 3 vies, vous voyez. Donc j'ai jamais vu mon père en vacances. Mon père a toujours travaillé jusqu'à sa mort. Il était encore exploitant agricole quand il est mort. Ouais. Bon. Et donc quand il est mort, pour répondre à votre question, plusieurs personnes sont venues voir dans mon village. C'est un petit village, il y avait à l'époque un peu moins de 300 habitants. On a 400 maintenant. Et il faut me dire, Charles, il faut que tu te présentes, etc. Et moi, j'avais fait l'ESSEC, j'avais fait après une licence en droit public, une licence en sciences économiques, en économie internationale. Puis j'avais intégré l'ENA, puis j'étais sorti à la Cour des comptes. De la Cour des comptes, j'ai fait ma mobilité, puisque je sais qu'au bout de 4 ans, tous les fonctionnaires doivent faire leur mobilité. Donc j'avais choisi d'aller à la direction du budget, pour voir pourquoi on ne connaît pas les finances publiques. Ouais, c'est ça ce qui m'intéressait, vous voyez. Et j'étais chef de bureau, et on m'avait demandé de prolonger, et on m'avait proposé de devenir sous-directeur à la direction du budget. Ouais, j'avais 33 ans. Et mon père est mort assez rapidement. Ouais. Et donc la question s'est posée, est-ce que je me présentais? Alors, souvent, dans ces circonstances, j'ai pris des avis autour de moi. La municipalité me dit, surtout ne te présente pas, ça n'a aucun intérêt. Dans un village de 300 habitants, ça n'a aucun intérêt. Être conseiller général, pas plus. Voilà. Ce sera bien plus utile, reste avec nous à la direction du budget, être sous-directeur dans un mois. J'avais accepté en plus d'être sous-directeur avant le mort de mon père. Et donc j'ai fait l'inverse. Ouais. J'avais le sentiment d'ailleurs en faisant cela que j'y passerais le corps entier, si je puis dire. Et puis j'ai été élu conseiller municipal, puis maire, puis conseiller général, avec le président de syndicats divers et variés. Et ça, c'est la deuxième raison. Donc, une tradition familiale, et comme souvent dans la vie, une opportunité que vous saisissez ou vous ne saisissez pas. Voilà. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison,
c'est que je me suis toujours intéressé à la vie publique. Ouais. Quand j'étais à l'ESSEC, j'étais spécialiste finance, comptabilité. Mon prof de finances publiques s'appelait Florian Talion, connu dans ce petit milieu. M'avait dit Charles, il faut partir aux États-Unis, faire un MBA. Et, parce qu'on avait des accords avec la Northwestern, je crois. Et donc il m'a dit, est-ce que vous accepteriez de partir aux États-Unis, faire un MBA pendant 2 ans, je crois que c'était 2 ans, voilà. J'ai hésité, j'ai dit non. Ouais, je sais pas. Moi, m'enrichir n'est pas haut. J'ai tout à fait ce qu'il faut pour vivre, hein, et même au-delà. Donc, j'ai pas cette préoccupation qu'ont certains, et dont le but dans la vie, c'est de s'enrichir. Non, c'est pas mon truc. Donc, ça, c'est un intérêt personnel. Oui, moi, j'ai un frère et 4 sœurs. Aucune de mes sœurs n'est intéressée par la vie politique. Et mon frère m'a dit un jour, t'as une activité de prostituée. Ouais. Et lui, tirer sonnette, faire une campagne électorale, c'est vraiment jamais. Vous voyez, dans la même famille, on est éduqués de la même façon, vous voyez. Donc, quand on dit tout ça, c'est du déterminisme, non. Non, il y a toujours une part de déterminisme, mais il y a aussi une part de choix. Voilà. Donc, je me suis toujours intéressé aux affaires publiques. J'aime la diversité, j'aime les gens, ouais, j'aime m'occuper de X sujets, vous voyez. Et donc, même si j'ai consacré ma vie, ouais, je fais que ça 7 jours sur 7, vous voyez, je n'ai aucun regret. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais, extrêmement bien, oui. Vous n'avez pas de lassitude Non, non, les gens me disent tu devrais arrêter, t'as 72 balais, bientôt 73. Pareil que je les fais pas. C'est les femmes me disent ça. Confirme. Si, une carte d'identité, je sors ma carte d'identité. Mais tant que j'ai la santé, hein, parce qu'elle peut lâcher la santé, la motivation, hein, et en plus, si vous voulez, la France vit dans une situation chaotique et qui aboutira à une rupture inéluctable que j'attends moi depuis des années. Ouais. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je reste en politique. Peut-être qu'on pourrait être utile, peut-être. On ne sait jamais. Alors je sais qu'à la fin de sa vie, s'il a été un peu utile ou pas. Voilà. Donc voilà mes motivations. Bon, on parlera de la rupture tout à l'heure. Ouais. Là, je voulais évoquer avec vous votre dernier. Enfin, vous êtes élu donc sans discompter, sans arrêt depuis 1993. Et votre dernière réélection s'est faite à 444 voix près. Je crois que... Voilà, on a préparé le sujet. Mais moi, je voulais savoir, parce que généralement, vous étiez plutôt élu tranquillement dans votre 5e circonscription de la Marne. Et quelles leçons vous avez tirées de cette réélection de justesse face au Rassemblement national? C'est que vous incarnez quelqu'un qui était plutôt sur les questions sociales, avec par exemple votre position pour la réforme des retraites, qui pouvait atteindre, je dirais, l'électorat du Rassemblement national. Et pourquoi vous vous dites que dans votre circonscription, où vous êtes quelqu'un d'apprécié, vous êtes réélu de justesse? Mais vous savez, je dis souvent à mes jeunes collègues, on est élu ou battu avant tout en fonction d'un contexte national. Voilà. L'équation personnelle des députés existe, mais quand vous avez une équation de 5-6 points, si vous voulez, c'est déjà énorme. C'est-à-dire 6% du corps électoral qui spontanément, par exemple, si vous êtes de droite, moi je suis droite modérée, centre-droit, j'ai toujours été, hein, qui votent pour vous parce que c'est vous. Hein, bon. Et si je ne me représentais pas, au premier tour, le candidat du Rassemblement qui était nul, était même pas laissé conseil, était élu. Je suis entouré par 5 députés RN. Ouais. Alors pourquoi j'ai résisté de justesse? Par mon implantation, voilà, et peut-être mon caractère un peu atypique. Au sens, moi je discute avec tout le monde, je discute de l'extrême droite à l'extrême gauche, j'ai horreur du sectarisme. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des opinions bien ancrées. Voilà. Et donc, sans cet ancrage territorial, si vous voulez, et puis il y a eu les circonstances de la dissolution, j'ai pas pu faire campagne. J'ai pas pu faire campagne. 2 semaines. Moi, j'ai 253 communes dans ma circonscription. Quand je fais campagne, je fais mes 253 communes. Ouais, j'ai pas pu. Ouais. Et j'ai fait quand même 43% des voix au premier tour. Les candidats de gauche ont fait 10. Donc je pensais faire 51-52 parce qu'ils ont été très loyaux, ils ont été à côté pour moi tout de suite, voilà.
et je n'ai fait que 50,5. Pourquoi? Parce que si vous regardez les listes électorales, il y a ce qu'on appelle le phénomène du rolling. Les rolling, c'est ceux qui sont venus au premier tour, certains ne viennent pas au second tour, et d'autres qui ne sont pas venus voter au premier tour viennent voter au second tour. Et il y a eu un très gros rolling. À peu près 3 à 4% des électeurs du premier tour ne sont pas venus au second tour. Ça, c'est pas nouveau. Par contre, presque 6% du corps électoral qui est venu voter, qui n'avait pas voté au premier tour. Et ils ont voté massivement pour le Rassemblement national. Donc je pensais faire 52 à peu près, 52, il y a toujours un peu de déperdition dans les reports de voix, et j'ai fait 50,5. Voilà. À cause de ce phénomène de rolling, qui a existé dans beaucoup d'endroits. Mais moi, j'ai une circonscription extrêmement rurale. Vous savez, j'ai une petite ville de 11 000 habitants sur 107 000 habitants. Vous voyez, très, très faible, qui a voté pour moi à 57% en plus, alors que c'est un maire de gauche. Mais dès le premier tour, j'avais fait un très beau score dès le premier tour. Voilà pourquoi j'ai survécu. Mais je suis une anomalie politique. Ouais. Cette circonscription aurait dû basculer entre les mains du Rassemblement national. Vous voyez, mon voisin de Saint-Dizier, ma voisine, puisque c'est une femme, a été réélue au premier tour, Rassemblement national, avec 53% des voix. Dès le premier tour, vous voyez. Mon ami Bertrand Pancher, qui est meusien, Bar-le-Duc, a été battu à 49,5%. Et lui, au premier tour, il n'avait fait que 27-28% des voix. Donc, il a fait un très très belle remontée, mais bon, il s'est monté. Et au sud, j'ai trois circonscriptions dans l'Aube. Les 2 circonscriptions du Nord sont Rassemblement national, dont une élue au premier tour. Ouais. Et à Épernay, c'est le Rassemblement national, enfin les ciotistes. C'est la même chose, entre guillemets, je ne vais pas leur dire, mais voilà, a été élu avec 50,5%, battu le sortant. Et la seule qui ne soit pas Rassemblement national au nord, c'est la circonscription de Châlons, qui a été sauvée par Châlons, qui fait 47 000 habitants. Sur la circonscription hors Châlons, ma collègue Lise Magnier était écrasée, mais écrasée. Ouais. Donc c'est moi qui ai le mieux résisté en milieu rural. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça que... Alors j'ai la circonscription la plus rurale, donc c'était elle qui devait basculer en premier. Voilà, sur la vie. Et comment vous pouvez expliquer de rester tant ancré dans le cœur de vos électeurs depuis 1993? Mes électeurs me disent, au moins, même si on n'est pas toujours d'accord avec toi, au moins tu es constant. C'est vrai. Voilà. Tu n'as pas changé. Ça se chante d'ailleurs, je n'ai pas changé. C'est la chanson, ouais. Moi, j'ai pas changé. J'ai toujours développé, si vous voulez, les mêmes positions. Je suis en matière économique, je suis un libéral pour un libéralisme organisé. En matière de questions sociétales, je suis très prudent. Je suis plutôt conservateur, oui, plutôt conservateur. Voilà. Et j'ai horreur de ces grands. Je l'ai expliqué, j'ai été à la direction du budget, j'ai été directeur adjoint d'un cabinet ministériel, je m'occupais de tout ce qui était finance, gestion du personnel, relations avec les syndicats, etc. Voilà, donc je connais un peu la mécanique de l'intérieur et de l'extérieur. Il faut bien voir que quand on était à la direction du budget, un jour, notre directeur nous convoque, il nous dit je voudrais qu'il y ait un petit groupe de chefs de bureau qui fassent l'évaluation de à quoi sert la direction du budget. Alors, on a fait une évaluation de la direction du budget. Et la conclusion était, une fois qu'on a sorti le chamois, la messe est dite. Qu'est-ce que c'est que cette phrase, le chamois? Le chamois, c'était la circulaire qui était couleur chamois, c'est pour ça qu'on l'appelle chamois, qui est arbitrée par le ministre en charge du budget et qui est distribuée dans tous les ministères pour préparer le budget. Qu'est-ce qu'il y a dans le chamois? Les éléments centraux, c'est comment on valorise le point fonction publique, les finances, et dans le budget de l'État, vous avez un tiers de dépenses personnelles, y compris des retraites, un tiers. Donc le chamois, le taux directeur, dont vous ferez 0, sauf dans tel et tel secteur, voilà. Et que la messe était dite. Alors,
C'est parce qu'après, il y a les conférences budgétaires, vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire que chaque représentant du ministère vient à la direction du budget, on discute de bout de gras, on n'a pas assez, c'est épouvantable, enfin bon, le truc, on leur dit non, c'est comme ça, machin. Et les ministres qui sont pas contents appellent à l'arbitrage du Premier ministre. Donc certains, si vous voulez, on leur dit, mais si vous allez à l'arbitrage du Premier ministre, ça sera encore plus dur qu'avec nous, donc vous avez plutôt intérêt à rire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et que ça fonctionne encore, conférence budgétaire. Voilà. Et c'est pas du tout au premier euro. Voilà. Mais croire qu'on va mieux gérer les finances publiques en disant justifier au premier euro, ouais, faut toujours demander de se justifier au premier euro. Quand vous parlez des bourses, bon, je prends l'exemple des étudiants. Bon, les bourses, qu'est-ce qu'on fait sur les bourses? Les bourses, c'est pas compliqué. Il y a un critère de revenu, et après, en fonction de la situation des familles, du nombre d'enfants, de l'âge du capitaine et j'en passe, il y a un certain nombre de critères. Donc on peut toujours dire, bon, cette année, on ne valorise pas les bourses. Alors c'est des bourses les plus petites, les premiers échelons, enfin, vous voyez, ce genre de discussion. Donc, la vraie discussion base zéro, le BBZ, comme on disait autrefois, le BBZ, ouais, il y a 50 ans que j'en entends parler du BBZ, mais en fait ça marche pas du tout comme ça. Ouais, et on dit, il y a un cadrage Macron, par exemple le budget 2025, on a dit faut revenir de 6% à 5,4, bon 0,6 points de PIB ça fait 18 milliards, et comme vous avez des dépenses spontanées, j'en passe et des meilleurs, faut faire une trentaine de milliards, quoi, à peu près, d'économie, sinon vous tiendrez pas l'objectif. Donc après, on sabre, si vous voulez, telle ou telle politique publique. On dit par exemple, pas de revalorisation du point. C'est la position 2025. Pas de revalorisation du point. Bon, quand vous réalisez un point, c'est 3 milliards. Parce qu'il n'y a pas que la fonction publique État, il y a la fonction publique territoriale et hospitalière. Bon. Et donc, vous voyez, on dit voilà, on va faire économie sur le personnel. Baisser les effectifs, c'est possible. Il y en a qu'un qui l'a fait depuis 32 ans. C'était sous Sarko. On a réduit les fonctionnaires État, c'est un peu plus de 2 millions. On a réduit de 50 000 par an en jouant sur les entrées-sorties. Grosso modo, on remplaçait un départ à la retraite sur deux. Je fais ça. Et Macron n'est pas promis ça aussi pour Non, mais il l'a jamais fait. Non, il a fait qu'augmenter les effectifs. Il n'avait pas l'intention de le faire. Non. Ça va, ça vient. Mais les effectifs continuent à augmenter. Oui. Dans le budget 2025, si vous regardez hors ODAC, c'est-à-dire les organismes divers de l'administration centrale, on a encore augmenté, je crois, 2000, on dirait sur 2 200 un peu plus de 2 millions, bon, voilà. Mais non, les effectifs, vous voyez, c'est des politiques comme cela. Après, on a dit, par exemple, en matière de logement, on va serrer encore un peu plus les boulons sur les APL, enfin, que sais-je. Ouais. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la dérive des finances publiques, quand vous regardez sur 50 ans, c'est massivement des dépenses sociales, contrairement à ce que croient nos concitoyens. Ce sont des dépenses sociales qui ont augmenté. On est à 55% à peu près de dépenses publiques dans notre produit intérieur brut, disons la richesse créée en France, pour faire simple. Et il faut bien voir que cette augmentation continue, elle est liée surtout maladie, aux deux branches maladie et retraite. C'est pas les prestations familiales. Elles ne font que baisser par rapport à la richesse créée. Les accidents du travail aussi, il n'y a pas de problème particulier, puis c'est une toute petite branche, vous voyez. Alors il y a la dépendance qui est une nouvelle branche, alors elle qui augmente plus vite que la richesse créée. Mais c'est massivement retraite et maladie qui explique. Et une socialisation croissante de la part des dépenses de santé en France financées par la solidarité nationale, c'est-à-dire par l'impôt et les cotisations sociales. Voilà. Et les retraites qui sont financées massivement par des cotisations sociales et un peu par les impôts. Mais c'est là. Donc si vous ne tenez pas cela, voilà. Et il reste les collectivités locales qui sont les seules à être soumis à ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire interdiction de voter des budgets en déséquilibre de fonctionnement. Et alors que la sécurité sociale, c'est que des dépenses de fonctionnement. Voilà. Donc le déficit qui est pas énorme, parce que même à 20 milliards de déficit, si vous voulez, sur 700 et quelques milliards de dépenses sociales, c'est 3%. Donc si vous bloquez un an ou deux les revalorisations de tout, vous allez arriver assez vite à
à redresser les finances sociales. Ouais. Le problème de l'État, c'est que c'est sur lui que se concentrent les déficits, puisque sur un budget de fonctionnement à peu près de budget de l'État, c'est assez simple, hein, c'est 500 milliards en bonne comptabilité de budget de fonctionnement, et on a à peu près 120 à 130 milliards de déficit de fonctionnement. Il n'y a que 30 millions d'investissements, hein, très très peu, entièrement financés par l'endettement. Ouais. Donc 120 milliards, vous voyez, on a 500 milliards grosso modo de dépenses de fonctionnement, et en face on a 330, 340 milliards, puis un peu de recettes non fiscales, et ce qui fait qu'on a 120, 130 milliards. C'est-à-dire qu'il faudrait grosso modo augmenter de 40% tous les impôts pour respecter la règle d'or. Je répète, il faudra augmenter de l'ordre de 40% les impôts si vous ne touchez pas à la dépense. Donc vous voyez bien que dans un pays qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de tous les pays d'Europe, voire du monde, voilà, vouloir continuer à augmenter, comme certains préconisent, les prélèvements obligatoires, c'est une pure folie. C'est une pure folie. Donc il faut réduire la dépense. Donc si on était un pays vraiment une démocratie, disons, ouverte, on se réunirait, on dirait, bon, il faut faire 20 à 30 milliards par an pendant 5 ans, où est-ce qu'on le fait? Toutes les idées, voilà, on arrive avec ces idées, les gens diraient, on fait pas ça, machin, etc. Ça, d'accord, ça, mais à telle condition, c'est possible, etc. Ça serait ça, une démocratie mature, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et vous Il pensez, n'y a jamais assez. vous pensez qu'on aurait, parce qu'actuellement, en fait, les députés, ils n'arrivent pas du tout enfin, l'Assemblée nationale, elle est complètement éclatée entre les différents partis. Non, mais il n'y a aucune majorité actuellement, si vous voulez. Bah, de fait, C'est la deuxième fois, parce qu'on dit que c'est la troisième, puisqu'il y a eu l'épisode Rocard. Enfin, il manquait 5 sièges. 5 sièges, ça s'achète. Hein. Oui. Je veux dire, les gens, bon, si je te donne telle subvention, telle décision, machin, tu t'abstiens, voilà. C'est comme ça que c'est comme ça que ça marchait sous Rocard. Donc c'est vrai que juridiquement, ils n'avaient pas une volonté absolue. Mais les communistes n'étaient pas dans la majorité, et donc ils négociaient une fois avec les centristes, une fois avec avec les communistes, les abstentions, machin, et ça passait. Ce qui est nouveau, c'est que l'avant-dernière fois, il manquait 40 sièges pour avoir une majorité, mais là, c'est pas 40. Ils ont été réélus, ils étaient 160. La majorité, c'est 289. Donc, ils manquent 130. Vous voyez. Alors, même avec le ralliement, qui est pas un vrai ralliement, enfin bon, des républicains, ils sont 42. Ouais, donc, même avec les républicains, ils sont 200, ouais, ils sont 200, 210. Ouais, et donc, il leur manque, par rapport à 289, il leur manque, ils sont 80, 80 sièges, quoi. C'est-à-dire, il faut les socialistes, plus notre groupe. Sinon, si les autres votent contre, ça passe. Enfin, et si tout le monde est là. Hein. bien sûr. Voilà. Vous avez souligné le problème des retraites. Et je voulais vous poser une question sur les retraites, mais avant, vous avez parlé en introduction de votre attente pour un programme assez radical. Moi, j'introduis une nouvelle question, mais est-ce que au fond, vous avez un peu un certain branche de la droite, une attente d'un millénisme français? Est-ce que c'est un peu votre attente aussi, ou avec une retraite par capitalisation Non, mais de toute façon, notre peuple sera le dos au mur avant 2 ans. Ok. Donc, de toute façon, c'est comme dans vos vies personnelles. Parfois, il y a des choses que vous ne voulez pas faire, et quand vous êtes le dos au mur, vous êtes bien contraint de les faire. Non? Ça vous est jamais arrivé? Bon, voilà, ben, vous le faites. Voilà. Et voilà, alors parfois, vous savez, les forces extérieures sont plus fortes que votre intérieur. Et c'est ce qui va arriver. Le problème, c'est que soit on a tellement, si vous voulez, fait de démagogie pendant plusieurs décennies, que soit c'est le schéma Milei, on arrive avec la tronçonneuse, il brandit sa tronçonneuse, et on coupe, quoi. Ou Musk, il dit voilà, on envoie un truc, à compter de demain, vous êtes tous licenciés, on supprime, par exemple, le ministère de l'Éducation, parce qu'aux États-Unis, c'est les États qui ont la compétence. Et donc, ils ont créé un ministère de l'Éducation il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dans les années
90, je crois, à peu près. Ouais. Alors, il s'occupe de quoi? La coordination, la lutte contre les inégalités, les bourses étudiantes, etc. Et, euh, le président a dit, allez, on supprime ce ministère qui sert à rien, c'est une compétence des États, l'État fédéral n'a pas à se mêler de cela. Voilà, bon, très bien. Bon, on va licencier, je sais pas, 130, 40 000, bon, voilà. La méthode Mirail. La méthode Mirail, elle aboutit surtout dans un peuple comme la France par le blocage total, si vous voulez mon sentiment. Même le dos au mur. Donc, moi, j'ai toujours préconisé des mesures fortes, mais justes socialement. Prenez l'exemple des retraites. Il faut redresser les retraites. Maintenant, le pouvoir d'achat des petites retraites, mais gelons le pouvoir d'achat des retraites au-delà de, on peut discuter, 2 000 euros, 2 500 euros, disons, la retraite moyenne, qui est tout autour de 2 000 euros en France. On dit, voilà, au-delà de certains niveaux, il n'y a pas de révalorisation, tant qu'on n'a pas redressé. C'est ce qu'ont fait les partenaires sociaux sur la retraite complémentaire, par parenthèse. Eux, ils ont baissé avec les partenaires sociaux, par parenthèse. Ce qui montre que c'est possible. C'est possible, mais il faut savoir l'expliquer, être juste. Prenez les retraites, on a 42 régimes. Et plus le régime est avantageux, moins il est financé dans les cotisations des salariés. Est-ce que c'est juste? Moi, j'étais pour voter une loi, tout ça. Tous les régimes, hors le régime général, de salariés, publics comme privés, sont mis en extinction. Voilà, c'est-à-dire ceux qui y sont, ils y restent. Et ma thèse, d'ailleurs, a fini par l'emporter. C'est mon amendement qui est passé lors de la réforme de la SNCF, ce que j'ai dit à Mme Elisabeth Borne, qui était à l'époque ministre des Transports. Madame la ministre, vous ne pouvez pas redresser la SNCF si vous ne mettez pas fin au régime de retraite des cheminots. Ça, c'est pas possible. Voilà. On l'a mis en extinction. Vous voyez, la fois dernière, on a mis en extinction la Banque de France, qui pose aucun problème, mais enfin bon. Et puis quelques autres, si vous voulez, la RATP, vous avez fait la SNCF, mais pas la RATP. Et donc de faire un régime unique. Et ça, il serait applaudi par les Français, en disant c'est juste. Ceux qui y sont, ils y restent, c'est la clause dite du grand-père, mais tous les nouveaux entrants, régime général. Et les indépendants, s'ils veulent venir dans le régime général, ils viennent, s'ils veulent rester dans le régime, ils restent. Voilà. On sait que les commerçants et les artisans, ils y sont déjà, et les exploitants agricoles choisiront le régime général. Il n'y a que les professions libérales, avec leurs 11 régimes, garderont leur régime, parce qu'ils ont un régime en semi-capitalisation, donc c'est touche pas à mes réserves, bon, gère nos affaires, faites-nous la paix, très bien, je suis pas pour faire le bonheur du peuple contre lui. Ouais, ça serait ça la grande réforme structurelle, et après de dire, tant qu'on n'a pas redressé les régimes, voilà, eh bien on gèle au-delà d'un certain niveau, voilà, pendant 1 an, 2 ans, voilà, tant qu'on remonte. C'est pas un drame, hein, parce que les retraités ont un niveau de vie qui est à peu près le niveau de vie des actifs. Et la différence par rapport aux actifs, c'est 75% d'entre eux sont propriétaires de leur logement. Alors qu'à 30 ans, ceux qui sont propriétaires de leur logement, c'est quelques pourcents. Hein. Bon. Donc, ouais, c'est pas un drame. Franchement, si c'est fait avec justice, voilà, c'est de grandes mesures, si vous voulez, qu'il faudrait. Pour la santé, c'est plus compliqué. Soit vous déplacez la partie qui est socialisée, puisqu'actuellement sur les dépenses de santé, on est grosso modo à un bon 75% financé par la Solidarité nationale. Voilà. 15% par la couverture complémentaire, assurance, enfin, soit certains régimes complémentaires, enfin des accords d'entreprise, enfin c'est des situations très diverses. Et puis il reste en moyenne 10% à la charge. Donc certains disent, le petit risque, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter la part financée soit par les mutuelles, soit directement par les intéressés, sur le petit risque, et gardons le gros risque. Le gros risque, c'est lui qui coûte cher. Si un jour on fait une crise cardiaque à votre âge, vous êtes un peu jeune pour avoir des crises cardiaques, vous faites une crise cardiaque à 50, 60 ans, vous pouvez coûter cher à la société. Hein. Vous avez cotisé pendant des années, ça, c'est... Vous voyez, c'est des grandes réformes comme ça. Et on pourra aussi unifier les régimes d'assurance maladie. Vous savez, en France, il n'y a pas 42 régimes, mais il y en a 12-13 à peu près, vous voyez, en maladie. C'est ce genre de choses, de rétablir l'égalité envers les Français sur les majorations pour enfants, je vous donne quelques exemples, sur les pensions de réversion, je vais vous faire rire,
Mais pour me faire comprendre, je dis toujours, est-ce que, la plupart d'entre vous, je suppose, ne sont pas mariés, est-ce que vous savez qui il faut épouser du point de vue de vos intérêts en matière de retraite de réversion? Non? Alors je dis toujours, n'épousez surtout pas quelqu'un du régime général, ou un commerçant, un artisan, ou un exploitant agricole. Pourquoi? Ben, vous n'aurez aucune pension de réversion, puisque la pension de réversion, c'est un différentiel qui est plafonné à 12-13 000 euros. Donc si vous avez des droits propres qui dépassent 12-13 000 euros, c'est-à-dire 1 000 euros par mois, eh bien vous aurez zéro de pension de réversion. Donc trouvez-vous un vieil ingénieur cheminot, l'ingénieur SNCF, un cas de sud de la Banque de France, ça, ou un vieux député ou un vieux sénateur. Ça, c'est assez bon. Il n'y a aucune règle de cumul. Vous pouvez entièrement cumuler sans condition d'âge. Parce qu'en plus, dans le régime général, c'est à 57 ans que vous avez une pension de réversion. Hein. Alors, vous perdez votre mari, vous avez 40 ans, vous avez 3 enfants. Expliquez-moi comment vous vivez. En train de travailler, d'utiliser la solidarité familiale, enfin tous ces éléments, si vous voulez. Donc, vous voyez, ça c'est pas normal. Surtout que c'est les régimes les plus favorables qui sont les moins financés par l'effort de leurs bénéficiaires. Si c'est ça la justice, excusez-moi, voilà. Donc, si vous voulez, c'est des grandes réformes comme ça. Et même chose en matière d'assurance maladie. Sinon, on fait du bricolage, on dit là-bas les médicaments, vous payez 50 centimes par boîte, quel que soit le prix de la boîte, on va augmenter ça à 1 euro. Bon, alors tout le monde hurle. C'est pas grave, hein. Ouais. Mais c'est pas des réformes structurales. Ça, c'est ce qu'on appelle le bricolage pour essayer d'améliorer le solde de l'assurance maladie. C'était un peu long. C'est très complet et on doit enregistrer parce qu'il y a plein de conseils qu'on a entendus. Les conseils matrimoniaux, ils sont très bien. Pour le mariage, oui. Ouais. Oui, parce que le Pacs n'ouvre pas droit à pension de réversion. Je dis ça pour ceux qui sont anti-mariage. Vous assumez, hein? Faut le savoir. Hein. Je dis toujours à des gens paxés ou qui vivent en concubinage, vous faites rire, mais ça c'est l'expérience d'un vieux député, parce que c'est tas de gens qui sont sur des tas de sujets, et un jour on discute de ça avec un homme, hein, et tu dis, mais tu vis avec ta compagne depuis combien de temps? Oh, ça fait au moins 15 ans, tu l'aimes? Oui, même si peut-être on ne dit pas, mais enfin, il dit oui. Vous avez des enfants? Oui, ils sont grands, ouais, ils ont 8 ans et 10 ans, etc. Bah, je lui dis, tu dis que tu l'aimes, mais tu l'aimes pas. Ça, c'est des propos de mec, comme on dit. Hein. Parce que si tu l'aimais, tu te poserais une question simple. Qu'est-ce qu'elle devient si demain, tu as un accident et tu décèdes brutalement? Elle dit, je me suis jamais posé la question. Moi, je vais te donner la réponse. Elle a droit à rien. C'est simple. À rien. Bon. Alors, ah ouais, mais tu comprends, ça coûte cher de se marier. Et tu rigoles, ça coûte rien du tout. Tu viens en mari, voilà. Voilà. Mais au moins, ça la protégera. Voilà. Et réciproquement. Bien qu'il y a plus de pensions de réversion dans un sens que dans l'autre. Là, il y a des hommes qui ont des pensions de réversion. Ça existe. Voilà. Autre sujet? Oui, alors, exactement. Nous, on voulait revenir un peu sur tout ce qui est service public, le fonctionnement en général, mais vous en avez un peu touché un mot, je trouve. Notamment la question de la justification. Vous l'avez évoqué, le fait qu'il faille justifier les euros. Est-ce que vous trouvez qu'on est dans un système où concrètement, on va bloquer l'action des individus parce que il y a trop de demandes de papier, d'études, de machin, et qu'au final, on passe plus de temps devant l'ordinateur que faire ce qu'on... La bureaucratisation du pays. Exactement. Bon. Mais vous l'avez très bien formulé, merci beaucoup. Alors, la bureaucratisation du pays, bon, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? C'est à vous de nous le dire. Eh ben, écoutez, quand je vois, moi j'ai été maire, j'avais 33 ans, j'ai été 32 ans maire, mais je suis toujours conseiller municipal et j'aide ma successrice, parce que c'est une femme qui m'a succédé. Oui, ça ne fait que croître et embellir. Je prends les collectivités locales. Hein. Et on a créé d'ailleurs un dispositif assez intéressant qui consiste à essayer d'évaluer tous les nouveaux textes, décrets, arrêtés, circulaires, qui a un impact sur les collectivités territoriales. Et on doit quantifier combien ça va coûter. Voilà.
Et moi, c'est un ami qui avait lancé ça, c'est Lambert, le sénateur de l'Orne. Voilà. Et puis après, actuellement, c'est Gilles Carrez qui a repris récemment le flambeau. Et ils me disent tous que, grosso modo, le coût supplémentaire de ces nouveaux textes, on yoyote selon les années, mais on est autour d'1,2 milliard, 1,5 milliard chaque année supplémentaire. Voilà. Et à la question, est-ce que votre conseil, enfin, est-ce que les avis que vous donnez sont suivis? Il me dit très rarement. On freine un tout petit peu. Oui, mais peut-être de 50, 100 millions, dire plus. Ouais. Et donc ça s'accumule. Ouais. Ça, c'est la bureaucratisation des collectivités territoriales. Ça, elle est mesurée. Après, il y a celle des entreprises. Alors là, on n'arrête pas de progresser. Quand vous voyez le coût, par exemple, de l'ESG, peut-être appris ce que c'est avec l'ESG, vous savez que les entreprises, au-delà de certains niveaux, doivent justifier de leurs engagements dans le domaine environnemental, social, enfin, etc. Mais maintenant, on recrute des gens qui font plus que ça. Ouais. Donc, on accumule les coûts. Alors, des grandes entreprises, déjà, c'est des coûts non négligeables, mais des petites entreprises, vous poussez les petits patrons à la révolte, en disant, mais attendez, vous nous demandez des trucs, mais on n'a pas que ça à faire, il faut faire tourner la boutique, il y a la production, il y a la commercialisation, il y a tout ça, quoi. Je veux dire, ça va pas. Et on continue. Alors, le top du top, c'est par exemple l'agriculture. Alors là, on a atteint, ouais, moi j'interroge des amis exploitants agricoles, je lui dis, tu passes combien de temps au bureau par semaine? Alors, ça va de une bonne demi-journée, ouais, une demi-journée, sur 10 demi-journées, c'est 10% de son temps. Et certains me disent, ça va au-delà. Ouais. Alors, il faut tenir des carnets, des trucs pour la continuité. Ouais, tout ça, vous voyez, on peut toujours justifier tout. Ouais. Le pompon, ça a été, par exemple, quand on a essayé de moduler l'âge de départ à la retraite en fonction de la pénibilité. Alors, qu'est-ce que la pénibilité? Bon, parce que le même boulot fait par deux personnes n'ont pas les mêmes conséquences sur sa santé. Ouais. Moi, je pensais que c'était une impasse, mais on a continué, tout le monde, les partenaires sociaux, la grande majorité des députés ont dit non, il faut faire ça, etc. Alors, on demande de tenir sur des fiches de travail, alors, qui sont fonction de l'angle de travail aussi. Vous voyez, si vous dépassez 40 degrés, enfin, mais enfin, il y a un moment, si vous voulez, où vous poussez les gens à la révolte. La montée du populisme, elle est aussi partiellement liée dans ces milieux-là à cette accumulation et toujours plus et toujours plus et toujours plus. Et on ne simplifie jamais rien. On en accumule toujours plus. Alors, quel est le coût? Alors, il y a des estimations, ils en disent que ça représente 3% du PIB. Alors, 3% du PIB, c'est quand même 100 milliards. Ouais, sur les 3000 milliards de notre... ouais. Mais surtout que ça vient toujours en plus. Donc, les gens ont le sentiment d'être de plus en plus encorsetés, ouais, et dans tous les domaines. Ouais. Donc, il y a un vrai problème. Et est-ce qu'il y a une vraie contrepartie? Parfois. Mais parfois, la contrepartie, elle est faible. Hein. Ouais. Et à chaque fois que moi je vois un texte de simplification, je m'inquiète. Parce que il y en a eu des textes de simplification. Ça simplifie rien du tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent leur directeur, ils disent trouvez-moi des mesures dans le ministère de simplification. Alors, les mêmes qui ont monté tout ça depuis des années, mais vont faire des mesurettes. Des mesurettes. Les seuls qui ont réussi à simplifier, ils ne sont pas pris du tout comme cela. Ils ont réuni des commissions d'usagers. Et ils ont dit aux usagers, dites-nous ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut simplifier. Ouais. De s'appuyer sur les usagers. Ouais. C'est comme ça qu'on y arrive. La feuille de paye. Alors, vous savez que la feuille de paye, est-ce que vous savez combien il y avait de lignes sur une feuille de paye en 1945? Vous savez combien de lignes? C'est l'air brut. Ouais, c'est l'air brut. Et après, combien de lignes? Combien? 5, 10, 15? 5, 15? Non, 5. 5? Qui dit mieux? Faites vos jeux. 3. 3? 5. Ouais, 5. Vous avez jamais vu hein? Bon. Il y en avait 3. 3. Savez-vous combien en moyenne on est actuellement? Parce que ça dépend des branches.
Je dirais 30. Vingtaine. 20, 30. Ah ouais. Et vous avez jamais de feuille de paye? Vous avez jamais de stage? Non? Non? Mais tu as une feuille de paye, alors t'as jamais compté le nombre de lignes? On doit être en moyenne entre 22, 23 et 27. Alors, vous avez peut-être vu que le Sénat a fait sauter une disposition parce qu'on a un nouveau texte sur la simplification. Mais je vous donne un exemple. Vous pouvez supprimer 2 lignes, puisque vous avez CSG déductible, CSG non déductible et CRDS. Unifions totalement l'assiette, elle est très proche de la CRDS et de la CSG, et on fait un taux moyen pondéré pour que ça produise la même chose, et on gagne 2 lignes. Ouais. Et pourquoi il y a cette multiplication des lignes? Parce que à chaque fois qu'on crée un nouveau truc, on va dire, on va affecter une cotisation, au lieu de dire, allez, on s'enquiquine pas, il y a un taux global, ce qui était comme 45. Ouais. Et on en rajoute toujours. Alors, d'ailleurs, je suis sûr que vous savez pas lire votre feuille, qui a eu des feuilles de paye déjà. Toi, bon, alors t'as lu ta feuille? J'étais dans un service RH et de gestion, donc je sais, enfin, et je fais du droit du travail, donc grosso modo. Ligne par ligne, tu es capable d'expliquer ligne par ligne. Peut-être pas tout, mais. La cotisation formation, la cotisation ceci, la cotisation cela, les acédiques, le montant plafonné, les montants déplafonnés, etc. Non mais attendez, non mais vous voyez, ce qu'il faut c'est réformer l'ensemble. Si vous ne faites que du bricolage, vous n'y arriverez jamais. Oui. Or, vous savez combien coûte actuellement une feuille de paye? Parce que beaucoup d'entreprises, elles ont renoncé à faire leur feuille de paye. Hein. Ils suivent l'évolution du droit social, du droit machin, donc ils sous-traitent. Combien coûte une feuille de paye? Toi qui as travaillé, vous avez posé la question? C'était la fonction publique, donc c'est. Eh ben oui, mais ça, ils sous-traitent rarement la fonction publique. Alors, vous avez une idée? Ça coûte combien? 6 euros. 10 centimes? Combien? 6 euros. 6 euros? Ouais. 6 euros? Faites vos jeux? Non? Aucune idée? Ouais, enfin, ben, ça dépend, parce qu'il y a de la concurrence, si vous voulez. Mais non, là, 10 euros, là, vous charriez. Là. Vous avez 10? Moi, j'ai dit 6. 6? Ouais, non, on est Nous, on a plutôt... fait que 6 euros. Ouais, à 2 euros et demi. Mais attendez, vous voyez, ça fait partie des coûts de bureaucratisation. On n'arrête pas, si vous voulez. Et donc, vous voyez d'ailleurs des débuts de révolte, vous voyez. Sinon, on ne comprend pas les représentants des petites et moyennes entreprises ou de l'artisanat qui disent on en a marre, vous voyez, on ne peut plus travailler comme ça, c'est trop compliqué, et puis les contrôles tout le temps, etc. Ouais, moi, je l'ai vécu en un tiers de siècle. Enfin, ça fait 38 ans même, quand même. J'ai vu la bureaucratisation du pays et on n'est jamais revenu en arrière. Il y a eu des grandes promesses. Voilà, mais c'est possible. C'est possible. Ah oui, c'est possible. Mais il faut des ministres dignes de ce nom. Moi, Philippe Juvin a dit quelque chose, toujours à la même conférence, qui m'a beaucoup marqué personnellement. Il avait dit que la politique était devenue un sport de commentaires. Et je trouve que c'est un peu ce que... Oui, c'est amusant, il est à côté de moi à la commission des finances. On les a dit ensemble parce que c'est un esprit très libre. Ah oui, oui. Trop libre, parce que parfois il sort des trucs. Attends, ça va pas, Julien. T'as allumé la moquette, comme dit des jeunes, ou quoi. Non, ouais. Mais c'est bien, parce que il a parfois raison de mettre les pieds dans le plat, quoi. Je veux dire. Mais prenez les hôpitaux, puisque le chef de service. On a assisté à une bureaucratisation des hôpitaux. Oui, c'est ce qu'il nous expliquait, justement. Ah oui, c'est terrible. Oui, mais je vous donne un exemple. Vous connaissez les PMSI, non? Pas du tout. Ah, les PMSI, c'est-à-dire qu'on a dit, on va utiliser l'informatique pour mieux contrôler les hôpitaux. Et donc, on a créé des services de PMSI. Hein. C'est l'ensemble des données médicales. Vous voyez, alors vous êtes docteur, alors on va vérifier que vous mettez suffisamment de temps ou pas assez ou trop, vous voyez, sur des moyennes, des trucs machin. On a créé une bureaucratie. Mais c'est digne de l'Union soviétique. Vous savez, un économiste assez drôle avait dit l'Union soviétique ne peut que s'effondrer, le système du Gosplan, etc. Pourquoi? Parce que la masse des informations qu'il faut traiter, on n'a même plus les capacités des ordinateurs les plus puissants pour gérer ça. D'ailleurs, si l'économie libérale l'a emporté, pourquoi?
Parce que dans l'économie libérale, c'est l'offre et la demande qui fixe. On ne demande pas comment on va fixer à tel moment, etc. Ouais, c'est un système. Et non pas... il y a un peu de ça dans les hôpitaux. C'est le Gosplan. Voilà. Et quand on compare les hôpitaux français, allemands, britanniques, on a presque 10% de part de personnel de plus que dans le domaine administratif, de gestion d'hôpital. Ouais. Donc on voit bien qu'on a bureaucratisé. Si vous constatez sur 30 ans ou 40 ans qu'on est passé par exemple de 25% à 35% des administratifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les improductifs, improprement, parce qu'on a besoin des improductifs pour faire fonctionner les productifs. Et le problème, c'est la proportion entre les uns et les autres. Un système complètement bureaucratisé, si vous arrivez à des 30-40%, ouais, alors c'est ce que disent les médecins, on en a marre, quoi. On nous demande tout le temps les comptes rendus, les trucs, les machins, on est fliqué, enfin, vous voyez, Juvin, il veut faire un numéro de plaquette, là-dessus, voilà. Mais le problème, c'est comment on en sort. Merci. Soit vous dites, les hôpitaux, on arrête tout ça, on licencie, on redéploie le personnel sur ses fonctions, on les transforme en ASH. Je ne sais pas si vous réagirez en ASH, en infirmière, parce que les gens ne sont pas interposables, ils ne sont pas substituables, à moins d'efforts de formation, vous voyez, mais on réduit progressivement cette partie-là et on fait davantage confiance aux hôpitaux. Et dans beaucoup de pays, d'ailleurs, ce sont des médecins qui sont directeurs de l'hôpital. C'est pas des jeunes filles, puisqu'elles sont tout à fait majoritaires, de l'École nationale de la santé de Rennes. Voilà. L'ENA de la santé, comme on disait. Vous voyez, les ENA, je ne sais pas s'ils ont toujours très bien tourné. Bon. Voilà. Bon, écoutez. Autre sujet. Alors on l'évoquait un peu en début de conférence, mais le cumul des mandats, cette fois. Donc le fait qu'aujourd'hui on ne peut plus être à la fois maire et député, et parce qu'on a perdu selon vous, parce que vous avez eu les deux casquettes et en même temps notamment. Alors, on a pu perdre. Alors moi j'ai voté en faveur oui de la loi sur le cumul, mais avec une réserve qui n'a pas été écoutée. Moi j'étais pour l'interdiction. Vous ne pouvez pas être maire d'une ville importante, d'un département et d'une région et député ou sénateur. Ça, c'est pas possible. Soit vous faites correctement votre boulot de parlementaire, vous négligerez votre fonction d'exécutif local, soit vous occupez vraiment de votre département, de votre commune, de votre intercommunalité, que sais-je, et vous négligez votre fonction d'élu. Donc moi, j'étais pour. Mais moi, j'étais pour un seuil. C'est-à-dire, pour moi, ça l'avait. Vous voyez, moi j'étais maire de ma commune, qui a 400 habitants maintenant. J'étais président de ma communauté de communes, qui a 12 000 habitants. J'étais président du SDI, j'étais président de tas de syndicats, etc. Mais moi je faisais que cela, le jour et la nuit. Bon, j'assumais. Personne n'avait dit de courson, on ne voit jamais. Ça veut dire, c'est pas le genre. Et donc, moi j'étais pour un seuil. Alors cette idée est en train de ressortir en disant, alors le seuil, moi j'avais proposé 1000 habitants, pourquoi? Parce que c'est le seuil électoral au-dessus duquel on est la proportionnelle. On me dit, c'est trop bas. Je dis, on peut discuter, de remonter à 1000, à 2000, à 3000, si vous voulez, on peut discuter de cela. On m'a dit, oui, mais si on fixe un seuil pour les communes, il faut un seuil pour les intercos. Voilà. Ah oui, parce qu'il y a le même problème pour les intercos. Mettez 10 000, 12 000, enfin, ouais, on aurait pu faire une discussion raisonnable là-dessus. Comme souvent en France, on est allé de l'extrême laxisme à l'extrême rigorisme. Et puis maintenant, on se rend compte qu'on a mal légiféré. Voilà. Donc moi, je suis pour maintenir cette loi, mais avec de mettre un seuil. Voilà. Par contre, département et région, non. C'est trop important. Au moins les présidents, parce qu'il y a le problème parce que vous savez, la règle du cumul s'applique au président, au vice-président. J'étais président d'un petit syndicat hydraulique, on se réunissait 2 fois par an, c'était vachement fatigant. Bon, pour entretenir nos rivières, bon, c'est pas bien compliqué, mais je ne peux pas être président. Voilà. Et je peux pas être même adjoint dans ma commune de 400 habitants, vous voyez. Alors, je suis leur conseiller spécial, je suis conseiller municipal, alors je vais au bureau tous les lundis, j'étais ce matin, je passe 2 heures pour voir toutes les affaires de la commune, et même chose dans la communauté de communes que j'ai créée, qui a 40 communes maintenant, vous voyez. Donc, il m'invite toujours, on m'intitule conseiller spécial, mais je ne suis plus conseiller communautaire, vous voyez. Donc, je pense que ceci a aggravé la distance entre
ceux qui étaient enracinés. Parce qu'on se moquait des élus locaux qui étaient députés et sénateurs. Ils avaient un grand avantage, c'est qu'ils avaient un ancrage territorial. Et quand ils voyaient des textes, ils disaient ça passera jamais, ça va pas. Parce que je vois certains de nos collègues, mais alors, ils gobent tout, quoi. Ils gobent tout, quoi. Ils ne voient pas des trucs qui nous paraissent nous énormes, nous qui avons une petite expérience locale, vous voyez. Donc on a perdu de la réalité de terrain. Oui, oui, oui. D'enracinement, vous voyez, on appelle ça les députés hors sol. Ouais, ils sont hors sol. Ils ne voient pas il y a des trucs énormes. On me propose un texte, mais ça ne va pas du tout. Ça, c'est inapplicable, le truc, vous voyez. Ils n'ont pas tout de suite la réaction. Ouais. Autre question? Si vous aviez la possibilité, par exemple, demain de redevenir maire, député maire, vous le feriez ou pas? Ah oui, dans ma commune, oui. Oui, mais enfin, j'ai une successrice qui s'occupera bien de la commune. Je ne vais pas, si vous voulez, faire cela. Mais je suis toujours conseiller départemental depuis 38 ans. Vous voyez, si le président me dit, écoute, est-ce que tu accepterais d'être vice-président puisque maintenant c'est possible? J'accepterai. Oui. Je me suis occupé des collègues, je me suis occupé des pompiers, je me suis occupé de tout un de trucs, vous voyez. Pendant pas conseillers départementaux, il n'y a plus que 4 membres de l'opposition, mais ils votent même le budget. Alors, quand même, quand on vote le budget, j'ai envie de leur dire abstenez-vous, quoi, qu'on ait au moins un peu d'opposition, quoi. Non, mais dans une démocratie, on a besoin d'une opposition, sinon les gens s'endorment. Ils disent, oh, bon, tout le monde est d'accord. Alors, on a besoin d'un aiguillon. Très bien. Écoutez, merci pour votre réponse, c'était très clair. On va passer à la partie 3. Donc, on voulait vous interroger un peu sur la politique version 2025, puisque vous avez quand même traversé les décennies en politique. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'était en 2025, les chaînes d'information en continu imposent une sorte de campagne permanente. Donc, c'est un peu imposé comme ça. Comment un élu discret comme vous navigue dans cette surenchère permanente? Alors, je vais peut-être vous étonner, je ne suis jamais allé sur un réseau social. Ça vous étonne, hein? Pas longtemps. C'est vrai? Ah oui, je confirme. Et alors, j'ai plusieurs collègues qui m'ont dit, je ne comprends pas, comment tu peux être élu sans être sur les réseaux sociaux? Ben, je dis, je dois être une anomalie. Et parce que tu penses que tout se joue sur les réseaux sociaux. Loin de moi de penser que les réseaux sociaux n'ont qu'une influence sur l'opinion publique. Ils ont une influence beaucoup plus importante que la presse, la télé, et surtout chez les jeunes. Hein. Voilà, ouais. Un jour, mes assistants me disent, vous êtes sur TikTok? C'est quoi ce truc-là? Ah bah, c'est vraiment populaire chez les jeunes, machin, ouais. Ils avaient fait un montage, alors, je dis, bah, montrez-moi ça, alors, ils m'ont passé, c'est marrant d'ailleurs, c'était drôle. Ouais. Hein, c'est au moment, je crois, des affaires des retraites, non, je ne sais plus, enfin bon, comme ça, ouais. Mais ça a une influence très, très importante. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Alors, mes collaborateurs, là, ont fini par me dire, faut absolument vous moderniser, vous êtes du vieux jeu, vous êtes machin, ouais, faites des trucs, des lettres, des trucs, des machins. J'ai une petite feuille de chou dans la circonscription, j'envoie toutes les familles, 3 fois par an. Et il faut se moderniser. Alors, on va faire des clips. Alors, en avant-dernière campagne, on a fait des clips. Bon. Alors, c'était des clips assez sympas, d'ailleurs, avec des jeunes qui sont venus. Voilà, on a mis des thèmes, vous voyez. Et on a mis ça. Et alors, c'est vrai que j'ai eu des milliers de gens qui se sont connectés. Ouais. Alors, quand je fais la tournée de mes 253 communes, c'est un temps, hein, j'en fais 11, 12 par jour. Ouais, donc je mets 22, 23 jours en faisant tout ça, enfin tout le temps, quoi, tout le temps. Parce que dimanche, je ne jouais pas, donc vous voyez, ça fait, il faut 4 semaines. À moins de 4 semaines, c'est impossible. Je vois 1500 personnes, vous voyez. 1500 personnes sur 250, je me dirais, ça fait pas beaucoup. Le soir, j'ai un peu plus de monde, voilà. Mais c'est des méthodes de grand-papa. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc, alors j'ai dit, faites de temps en temps un petit clip. Alors, on fait des petits clips. Ouais. On en fait un par semaine. On va essayer d'en faire un par semaine sur les questions nationales et un par semaine sur les questions locales. Vous voyez, cette semaine, dans ma circonscription, on a, la semaine dernière, parce que, bon, les 4 jours, c'est bon, c'est la semaine dernière, parce que je ne sais plus comment je vais. La semaine dernière, oui, on a inauguré un hôtel, on a mis 5 ans, vous voyez, un hôtel 4 étoiles sur
le plus grand lac artificiel français, vous voyez. Bon, je m'occupe depuis un tiers de siècle, on a développé le tourisme, on a fait les ports, les machins, et c'était la dernière pièce qui nous manquait. Voilà, voici ça, on va faire un petit clip là-dessus. Ouais. Alors Valentin, cette semaine, on va faire un petit clip sur quoi? Bah, soit sur ici, soit sur le rapport annuel de la Cour des comptes, là. Oui, sur mon rapport. Ou sur le rapport. Sur mon rapport. Mais vous êtes suivi sur les réseaux, vous êtes suivi sur les réseaux sociaux de, oui, je regarde sur, oui. Et vous êtes beaucoup plus souriant qu'au début, d'ailleurs. Je suis moins sérieux. Non, vous êtes plus souriant. Genre, Et comme vous êtes assez photogénique, ça marche bien. Non, mais c'est vrai. Je vais rougir. Donc je suis Voilà. Non, mais des publications un truc là, comment ça s'appelle Instagram. Comment? C'est Interview, les infos. Oui, c'est comment ça s'appelle comment? C'est Interview. Alors je sais pas si vous suivez ça, non? Oui, bien sûr, c'est très regardé. Ah, c'est ça, regardez, oui, il paraît qu'il a 1 million 800 000. Alors on a consacré 1h20. Vous avez regardé? Oui, c'est connu. Et qu'est-ce que ça donnait? J'ai pas regardé la photo. Je suis déçu. Là. Pendant les débats parlementaires, vous étiez très très suivi. Hein. C'était vraiment, oui, c'était, amendement par amendement, plus le rapporteur général, etc., etc. Mais là, j'en avais marre, parce que j'étais. Marqué, vous et vos équipes, vous avez fait un travail remarquable. Moi, j'ai suivi tous les débats parlementaires. C'est incroyable le travail que vous avez fait sur chaque amendement. Hein. C'est obligatoire. Hein. C'est que vous auriez pu prendre des cours pratiquement de finance. C'était très explicite. À la fin, ils m'ont tous applaudi de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est vrai, j'ai vu. En disant, ben, au moins, avec toi, on comprend. Oui, ils vous ont tous félicité. Hein, c'est vrai. Oui, j'étais étonné. Je ne partage pas du tout mes positions. Mais il m'a dit, au moins, voilà, tu respectes les gens, tout le truc. Je le faisais rire de temps en temps. Et, on a un jeune collègue qui est le fils d'un ancien collègue qui est député des Côtes-d'Armor. Il s'appelle Le Fur. Et alors, il redéposait les amendements que déposait déjà son père. Alors, à mon mari, je lui dis, tu es le digne fils de ton père, puisque je lui ai déjà expliqué pendant 10 ans que son amendement était anticonstitutionnel. Alors tout le monde se marrait, naturellement. Voilà. Combien aviez-vous d'assistants pour vous aider, parce que c'était vos argumentaires étaient vraiment très développés. Alors, le rapporteur général, il a un directeur. Alors, c'est du personnel de l'Assemblée. Hein, c'est pas lui qui le choisit. Hein. Ah bon, d'accord. Non. Il a une directeur qui est une femme d'ailleurs, une directrice adjointe qui est aussi une femme, et j'ai 10, donc ils doivent être 11 ou 12. 11. J'ai 11 collaborateurs qui sont spécialisés. Ah oui. Voilà. Donc c'est avec eux que je regarde amendement par amendement. Mais c'était remarquable, hein, franchement. Et donc parfois je leur dis ça va pas du tout, refaites-moi l'argumentaire, ça va pas. Oui. Et alors personnellement, j'ai 4 personnes avec moi et que j'ai choisies. Oui. On en avait 2 ici. Voilà. Félicitations. Voilà. Enfin, vous pourriez plutôt lui présenter vos condoléances parce qu'il ne rigole pas tous les jours. En tout cas, il fait du bon travail. Voilà. Alors, c'est fini sur les questions ou on va peut-être passer s'il y a des questions. Non, il reste encore des questions, on est sur député encore. Ah, vous avez encore des questions? Bien sûr, on a bien travaillé sur nous. Moi, j'avais une question à propos de vos prises de position. On les a connues sur les retraites. Vous incarnez une sorte d'antimacronisme un peu au centre, ce qui est un peu inédit. On peut vous comparer un peu comme votre... C'est que je ne sais pas ce que je serai demain. Qu'est-ce qui va m'arriver? Vous savez, il y a des gens qui ont des plans de carrière. Alors, on explique ça, ça me fait rigoler toujours. Les plans de carrière, tu ne vas pas être déçu du voyage, hein, parce que c'est naturellement pas ce qui va t'arriver. Non. Vous êtes jeune, donc vous avez déjà un peu de bouteille. Bon, ce que vous êtes arrivé, est-ce que 10 ans avant, vous pensiez que vous seriez ce que vous êtes aujourd'hui? Non. Non. C'est un peu la même chose en politique. Donc, moi, pourquoi je n'ai jamais été macroniste? J'ai jamais été macroniste parce que j'ai 3 grands reproches que j'ai adressés dès le premier jour à Macron. Premièrement,
la façon dont il exerce le pouvoir. Car il n'est pas jacobin, il est hegelien. Vous avez tous fait un peu de philosophie, voilà. Hegel disait l'État est l'incarnation de la raison dans l'histoire. Donc Hegel est le support idéologique de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Les hegéliens de gauche, ça a donné le communisme, le bolchevisme et toutes ses formes d'extrême, et à droite, ça a donné nazisme, enfin tout ça. Donc, et parce que je suis chef, je décide et ça s'applique. Et ben moi, je suis pas du tout, je suis anti-hegelien, alors primaire et secondaire et tertiaire, hein, et moi je suis, même si ce penseur français est peu connu et peu développé, hélas, en France, hein, vous le connaissez tous, il a été député de la Manche. Non, vous n'avez jamais lu ses œuvres, vous avez lu au moins La démocratie en Amérique. Comment? Ah oui. Mais bien sûr. Voilà, moi je suis tocquevillien. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'une société équilibrée, une société qui est construite par la base. Et les êtres humains donnent le meilleur d'eux-mêmes quand ils sont responsabilisés et qui voient le juste récompense de leurs efforts. Donc je suis pour la démocratie locale, je suis pour la démocratie sociale, c'est-à-dire confier aux partenaires sociaux des parties de la protection sociale, qui géreront bien mieux qu'au niveau national, la démocratie associative, qui est la forme d'association des citoyens à leur vie, et de ne remonter au niveau du dessus que ce que peut faire le niveau du dessous, le principe de subsidiarité. Or, Macron est un hegelien. Alors, on peut pas dire de droite ou de gauche, plutôt de droite que de gauche, vous voyez, mais sa philosophie politique, il a tout fait pour détruire les corps intermédiaires. Et ça lui a explosé à la figure. C'est vrai, par exemple, des chambres consulaires, c'est vrai des syndicats patronaux, des syndicats de salariés, c'est vrai des collectivités locales qu'il a étranglées en supprimant la fiscalité locale et en coupant le lien entre le citoyen contribuable et le citoyen électeur. Donc vous voyez, c'est cette philosophie politique que j'ai toujours combattue. Ça, c'est le premier reproche. Et un deuxième reproche, c'est son absence totale de dimension sociale. Ce garçon est un gosse de riche, il n'a jamais consacré une minute de sa vie aux autres. Il a regardé sa vie, jamais. Et ça se voit. Quand il sort des phrases aussi assassines que les pauvres nous coûtent un fric de dingue. C'est digne d'un président de la République, des choses comme ça. Ce gamin qui lui dit, président, cherche du boulot, t'as qu'à traverser la rue, là, en face, un restaurant, ils vont t'embaucher. Non mais, voyez, on voit, c'est pas son truc. Et quand il en parle, ça sonne faux. Voilà. Donc, si vous voulez, il n'a pas une affection du peuple français. Même pire. Vous voyez, moi, je suis allé sur les barrages quand il y a eu l'affaire des Gilets jaunes. J'en connaissais beaucoup. Et je leur disais, pourquoi vous êtes là? Et alors, ils disaient, ouais, Macron, il y en a marre, etc. Mais je dis, pourquoi vous détestez Macron? Vous savez ce qu'ils me répondaient tous? On le déteste parce qu'il nous méprise. C'est terrible. Et ça, il ne remontera jamais. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je n'ai jamais été macroniste. Et donc, j'ai combattu le macronisme. Et puis, il y a une troisième raison, c'est son totale incapacité à redresser les finances publiques. Il n'a fait que les plomber. Est-ce responsable que de dire, lors de l'affaire du Covid, quoi qu'il en coûte? Non. Vous êtes un responsable, vous ne dites jamais, quoi qu'il en coûte. Ça n'existe pas. Comme vice-président de l'université qui dira avec l'Afrique. Vous voyez, quand vous allez balancer aux Africains qu'il faut qu'ils sortent de leur... Enfin, je veux dire, on s'étonne de ce qui est en train de se passer en Afrique, où on met la France à la porte partout. Vous voyez, on pourrait parler de l'Ukraine. Quand il a joué, on aurait été du temps de Mitterrand, le petit télégraphiste, comme aurait dit François Mitterrand, entre Zelensky et Poutine. Il a été utilisé par Poutine pour faire croire que Poutine n'attaquerait pas. Ouais. Et alors maintenant, c'est Rambo, on va... Enfin, je veux dire, vous savez qu'on est le 14e, qu'on dit le 11e État
par l'importance de l'aide à l'Ukraine. On est entre 11e et 14e. Qui a aidé les Ukrainiens? Les Américains, pour à peu près la moitié. Polonais. Les Allemands, en 2. Les Britanniques, en 3, pas loin derrière. Après, effectivement, les Polonais. Ouais, c'est tous ces peuples-là qui ont aidé. Nous, d'ailleurs, vous savez, les Ukrainiens, on a inventé un nouveau verbe. Vous savez quel est ce verbe? C'est pas Macroné, non? Macroné. Macroné, avec l'accent. Macroné. Macroné, ça veut dire tu parles beaucoup, tu fais peu. Voilà. Donc voilà pourquoi je n'ai jamais été macroniste. Je ne connais pas Macron d'ailleurs, vous voyez. Vous croisez comme ça dans des réunions, etc. Mais je ne connais pas Macron. Mais je ne tiens pas à le connaître, parce que ça se passerait mal entre vous. Parce que moi, je lui dirais ce que je pense de lui. Et pourquoi? C'est pas un problème personnel, c'est pas ça. Voilà. Et que l'histoire sera très dure sur ces 10 années de la présidence Macron. Très très dure, si vous voulez mon sentiment. Très dur. Mais laissons l'histoire, les historiens. Vous dites que vous ne voulez pas connaître Macron et que le peuple ne connaît pas Macron. Or, souvent, on dit qu'un président, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Et moi, je pense qu'effectivement, là-dessus, personne ne connaît Emmanuel Macron. Je trouve que vous avez une analyse assez intéressante, mais c'est un peu platé Macron de le comparer, enfin, de l'affilier un petit peu à la philosophie d'Hegel, parce que derrière ça, il y a une idéologie qu'Hegel exprime, que les partis d'extrême droite, reprennent, alors que derrière le macronisme, il n'y a rien, c'est une coquille vide, c'est juste du pur opportunisme qui s'est retrouvé là par une sorte de déliquescence du Non mais par un parti. miracle. Oui, exactement. Enfin, par des miracles. C'est un alignement de planètes. Que personne n'avait vu venir, ni lui ni les autres d'ailleurs. Exactement, qui l'ont amené Oui. au pouvoir. Donc derrière le macronisme se cache pour moi ni une idéologie, c'est juste une simple coquille. Non, il n'a aucune idéologie. D'ailleurs, C'est pour ça que le compare à Hegel, je le trouve. Bon, voyez, c'est un très curieux personnage. Ouais. Et pourquoi il a été élu? Premièrement, parce que Juppé est battu par Fillon dans les primaires. Moi, j'étais juppéiste. Hein. Bon. Parce que Juppé a fait une énorme faute, c'est qu'il a cru que les primaires, c'était l'élection présidentielle. Ça n'a rien à voir. Si vous êtes élu à côté au centre, il faut vous droitiser, à gauche, il faut vous gauchir. C'est simple. Bon. Et après, vous vous centrisez. C'est comme ça. Bon. Et donc, premier miracle, Juppé est battu par Fillon. Deuxième miracle, on découvre que Fillon n'est pas l'homme que vous croyez. Ça. Donc, l'image qu'il avait essayé de donner de lui s'effondre. Ouais. Et comme Juppé était très copain avec Bayrou, il était prévu que dès il avait remporté la primaire, Bayrou se ralliait à Juppé. Et manque de bol, c'est Fillon qui sort. Alors Bayrou dit, alors Fillon, moi jamais. Et donc, Fillon va soutenir Macron. D'ailleurs, c'est lui qui l'a fait décoller. C'est à partir du ralliement de Bayrou, il lui a apporté les 4-5% qu'il représentait. L'autre miracle, c'est que François Hollande, mon bon camarade de la Cour des comptes et de l'ENA, eh ben, il ne se représente pas. Alors que paradoxalement, il se serait représenté, il avait peut-être une chance d'être élu. Vu le bordel, vous voyez, Fillon, machin, enfin, non, on ne sait pas, mais il ne se représente pas, ce qui est quand même curieux, quoi. Et depuis, il s'emmerde, comme il me dit. Bon, c'est pour ça qu'il est redevenu député, et il rame, comme a ramé Sarkozy, comme a ramé Giscard, pour revenir. Il vient souvent à Assas. Il aime bien. Ici? Ah, tout le temps. Ah ben oui, mais il est comme ça, il s'emmerde. Oui, je confirme. Moi, il me l'a dit, quoi. Je veux dire, ouais. Et donc, il pense qu'il a une chance. Parce que comme tous les anciens présidents de la République, ils disent les autres, ils sont quand même pas bons, quoi. Donc, ouais, la politique, c'est plus compliqué que ça. Donc, c'est vrai que cette conjonction incroyable a fait que, en disant, je suis ni de droite ni de gauche, mais je pense qu'il y a de meilleur à gauche et ce qu'il y a de meilleur à droite, oui, Samy Gondi, machin, bon, et voilà. Mais ça ne tient pas dans le temps. Quand vous exercez le pouvoir, vous ne pouvez pas diriger comme ça, vous voyez. Et c'est pour ça que Macron, pour moi, est une anomalie. Il a été réélu la fois dernière mal, hein, parce que faire 57% face à Marine Le Pen, qui a fait 43%, et les derniers sondages, si on revotait aujourd'hui dans la même configuration, elle est élue. Elle est élue. Donc celui qui vous a expliqué que grâce à lui, il allait dégonfler l'extrême droite et l'extrême gauche,
Eh ben, c'est exactement l'inverse. C'est plutôt dégonfler les réalités. Voilà, voilà. Et le parti macroniste, ça n'existe pas. Hein. Dans 2 ans, il disparaît, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus rien. Alors, ils essaieront de se recaser, certains. Beaucoup évacueront, seront battus, etc. Ouais. Autre question? Donc, je comprends bien, si demain matin, il vous appelle lors d'une cohabitation, vous serez partant ou pas? Ah, non, mais je veux dire, moi, Michel Barnier, que je connais depuis très longtemps, quand il a été nommé Premier ministre, m'a appelé, il m'a dit, Charles, viens me voir, je vais le voir, et oui, je rentre au gouvernement. Bon, ministre du budget. Bon. J'ai dit, Michel, c'est non. Bah, pourquoi c'est non? Bah, j'ai dit, pour la séance, il faut du temps, il faut une majorité stable et cohérente. On n'a ni l'un ni l'autre. Alors j'ai dit, moi je suis rapporteur du budget, je resterai rapporteur du budget, j'essaierai d'exercer ma fonction le mieux possible, mais voilà. Et alors après il dit, mais tu penses qu'un budget peut être voté? Je lui dis, Michel, non. Non, un budget ne peut pas être voté. Et vous avez vu comment son successeur a réussi à faire voter le budget, quoi. Mais ça ne se représentera pas à l'automne 2025, hein, pour le budget 2026. Ça non. Ouais, alors bon, on va reperdre, voilà, on va renommer un Premier ministre et se traîner jusqu'à l'élection présidentielle. Parce que dissoudre, si Macron avait une deuxième coup de folie hein, de dissoudre, c'est pas 160 qui vont revenir. Ceux qui étaient censés le soutenir, ils vont revenir à moins de 100. Hein. Alors là, ça va être la déferlante. Hein. Et donc, alors il y a une hypothèse, c'est qu'on change le mode de scrutin. Qu'on fasse un scrutin départemental, modèle 86-88, au moins dans les grands départements. Et alors, s'il fait ça, s'il dissout, peut-être qu'il pourra réussir à faire un bloc central, puisque nos collègues socialistes seraient libérés de leurs alliances à gauche. Hein, nous, chacun roule pour lui. Hein, et puis, une fois qu'on est élu, après, on voit comment est-ce qu'on compose un gouvernement. D'ailleurs, comme ça que fonctionne la quasi-totalité des pays démocratiques d'Europe. Il n'y a plus que les Anglais et les Français qui ont leur système, nous, majoritaire uninominal à 2 tours, et eux, uninominal majoritaire à 1 tour. Voilà. Mais qui aboutit plusieurs fois, récemment, il n'y avait pas de majorité même au Parlement britannique. Donc ceux qui expliquent, c'est ce qu'on vous expliquait autrefois, que le mécanisme du scrutin majoritaire à 2 tours automatiquement dégage une majorité, non. Non. Autre question? Bon, une dernière question pour vous, monsieur Desboutés. C'est un conseil pour la jeune public, je leur ai dit, engagez-vous au niveau local. Voilà. Et ayez une vraie profession. Soyez pas des apparatchiks. On voit ce que ça donne, les apparatchiks. C'est-à-dire, ils n'apportent rien du tout. Ce qu'ils veulent, c'est persister dans leur être, et survivre.